rançon. Si c'était le cas, vous nous le diriez? Il y a des cas où la raison d'État l'emporte sur toute autre considération et je crois qu'il ne faut rien faire qui soit de nature à menacer le processus de libération des autres otages. Philippe Rochaud, vous qui avez été otage au Liban, est-ce qu'il faut, selon vous, payer une rançon? Automatiquement, une rançon est payée. Pour voilà. moi, pour toutes les prises d'otages, des rançons sont payées. Ça peut être des rançons politiques, ça peut être des rançons financières, ça peut être les deux. Dans le cas de nos amis, bon, on ne sait pas encore, mais automatiquement, quelque chose a été donné. On sait qu'il y avait une revendication des talibans qui était la libération d'une dizaine de têtes qui étaient mises à prix. Alors, ces gens qui étaient emprisonnés, c'était pas dans les cellules françaises, c'était chez Hamid Karzai. Donc, sans doute, les Français ont fait pression sur Hamid Karzai pour obtenir la libération de ces détenus et ensuite la libération des otages. Mais automatiquement, il y a eu un échange et on ne libère pas malheureusement des otages comme ça gratuitement. D'ailleurs, les talibans ont affirmé aujourd'hui qu'il y avait bien eu échange de prisonniers. De son côté, Alain Juppé a salué les efforts, l'aide apportée par le président afghan Hamid Karzai. Mais je trouve ça normal aussi de la part d'un État de ne pas se vanter d'avoir payé une rançon parce que là, ça encourage effectivement d'autres prises d'otages. Bien écouter les mots d'Alain Juppé. Alain Juppé dit « La France n'a pas versé de rançon ». Ça ne veut pas dire qu'une rançon n'a pas été versée. Ça peut être une compagnie d'assurance, ça peut être un organisme privé, ça peut être l'État afghan, moyennant un autre financement de la part de la France. Ça peut être finalement un versement indirect. Alain Juppé a dit « La France n'a pas versé de rançon ». Philippe Rochaud, dans votre affaire de détention, est-ce que une rançon a été versée ? Alors, nous, c'était l'affaire Eurodif de conflit entre la France et l'Iran. Donc, l'Iran utilisait ses milices au Liban pour capturer des otages et faire pression sur la France. Donc, la France s'est engagée progressivement à rembourser sa dette vis-à-vis de l'Iran. Il y a eu aussi différentes mesures qui ont été prises. Par exemple, l'expulsion de France de Massoud Rajavi, qui était le chef des Moudjahidines du peuple d'Iran. Et c'est à la suite de ça que j'ai été libéré. Donc, ça, c'était une espèce de rançon politique, si vous voulez. Et parallèlement, je suis persuadé qu'il y a eu une rançon financière. C'est Pierre Péan qui a parlé de ça, qui avait des informations, etc. Mais je n'ai pas eu confirmation, donc je ne peux pas vous donner confirmation de ces informations. Parallèlement, c'est normal aussi que les otages se vendent quand on leur a versé une rançon pour ne pas perdre la face, ne serait-ce que vis-à-vis de leurs collègues. Oui, de savoir qu'on vaut quelque chose quand même. Voilà, pour faire monter leur cote, et c'est vrai, il y a un prix aussi politique pour eux. Et c'est sûr que des otages, après avoir gardé, des preneurs d'otages, après avoir gardé des Occidentaux pendant plusieurs mois ne peuvent pas dire qu'ils les ont libérés pour rien, sinon ils perdent la face. Donc, oui. Et en plus, ça leur a coûté de l'argent quand même, parce qu'il faut, il faut les nourrir. Je pose aussi la question, justement, est-ce qu'il faut médiatiser le sort des otages? Que plus vous médiatisez un otage, plus il prend de la valeur et plus on peut penser que les enchères montent. Alors, vous, je crois, Philippe Rochaud, vous avez souvent dit il faut un juste équilibre. Ouais, c'est ça. Moi, je suis pour le juste milieu. Donc, mais c'est quoi le juste équilibre? Il ne faut pas garder le silence. D'abord parce que les Français, ils ont le droit de savoir qu'il y a des otages qui sont pris quelque part. Moi, j'étais très choqué au début quand on n'a pas voulu dire le nom des otages de France 3, on n'a pas voulu montrer leur image, alors qu'en toute objectivité, on pouvait dire, ben voilà, il y a deux otages qui s'appellent un tel, et voilà leur image et tout. Ils sont détenus en Afghanistan et on essaye de les libérer, un point c'est tout, sans faire de polémique, quoi. Et après, quand il y a trop de polémiques et d'agitation autour, c'est vrai que ça fait monter les enchères, parce que les ravisseurs se disent, bah tiens, on peut en profiter, on peut demander plus. Donc moi, je suis pour une solution, c'est un petit peu hypocrite, bâtard, je suis désolé, mais je me dis que le juste milieu, c'est bien, quoi. Patrick Robert, il faut médiatiser nos otages. Je suis pas sûr qu'il faille Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on médiatise, parce qu'il faut quand même être très honnête, on médiatise nos confrères. Il y a encore 9 otages aujourd'hui dans le monde. On ne fait pas un décompte tous les soirs à la télévision. D'ailleurs, ce qui choque aussi certains Français, en disant qu'il y a une sorte de corporatisme. Est-ce que ça vous gêne? Moi, je ne suis pas sûr que ce soit utile de médiatiser pour les mêmes raisons. On fait de la publicité à la cause des preneurs d'otages, on fait monter la valeur des otages. C'est vrai qu'apparemment, l'expérience qu'on a, c'est qu'avec Florence Aubenas et eux, ils ont entendu qu'on parlait d'eux, etc. Ça leur donne du courage et tout. Bon, c'est sûr que ça ne peut pas être inutile dans ce sens-là, mais je pense que le bénéfice psychologique pour les otages est quand même assez maigre par rapport à la mobilisation que ça demande. Et probablement, ça peut aussi retarder, je pense, j'en sais rien. Mais j'ai l'assentiment que ça peut retarder aussi la libération des otages, justement en faisant monter les valeurs, en faisant monter leurs valeurs. Et voilà, je suis pas sûr. Est-ce qu'il faut médiatiser tous les otages? C'est vrai qu'on médiatise les journalistes. Bon,
parce qu'il y a aussi une chose particulière chez les journalistes, c'est qu'ils font leur métier d'information, qui est une nécessité pour la démocratie. Les otages qui sont des otages économiques, parce que Areva au Niger, etc., ils ont été pris dans leur métier, ils n'ont pas d'engagement, vous voyez, directement vis-à-vis de la démocratie. C'est un peu injuste ce que je dis, mais c'est une réalité. Oui, et finalement, ils n'ont pas la même valeur. Plus simplement, un directeur de rédaction, finalement, ne pas utiliser l'outil qu'il a à sa portée pour sortir. Bien que ça puisse être perçu comme une injustice par les autres otages. Mais, on pourrait faire une comparaison. De la même manière qu'il est plus grave de tuer un policier qu'un citoyen ordinaire, c'est vrai qu'il est plus grave d'enlever un journaliste que d'enlever un acteur économique. Vous êtes d'accord avec ça, Philippe Rochaud, la médiatisation des familles, par exemple, des otages d'Areva, est beaucoup plus difficile à mon avis, parce que ce sont des gens qui n'ont pas envie qu'on parle forcément d'eux. Et je pense qu'on ne peut rien faire sans avoir le feu vert des familles. On ne peut pas comme ça faire une campagne pour la libération d'un otage sans que les familles soient d'accord. Or, quand on est journaliste, évidemment, on est des personnages publics, donc c'est beaucoup plus facile de parler de nous, parce qu'on en a déjà parlé à l'antenne, et les gens nous connaissent, et donc c'est presque... ça découle de source en quelque sorte de pouvoir parler de nous. Mathieu Babin, il y a une question encore concernant Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier. On disait tout à l'heure, et quand même avec un certain étonnement, que les services français savaient depuis 18 mois précisément où ils se trouvaient. Est-ce qu'il y a eu des tentatives pour les libérer par la force? Est-ce qu'on le sait ça aujourd'hui? Alors, on n'a pas grand-chose de vérifié. On a tous été ici, on a tous reçu les rumeurs autour de la détention de nos confrères, toutes sortes de rumeurs. Une sortie imminente, un déplacement d'otages. Moi j'étais en poste au Pakistan, j'ai reçu la rumeur selon laquelle ils s'apprêtaient à franchir la frontière et arriver dans le pays où je me trouvais. Donc comme tous mes confrères, on a mis tous nos capteurs en éveil et finalement c'était une vraie rumeur, ils n'ont jamais quitté la Capissa. On a parlé effectivement d'une volonté américaine dès la capture de nos confrères d'intervenir par la force. À ce moment-là, les autorités françaises s'y sont formellement opposées, considérant qu'il était hors de question que nos deux confrères soient d'abord libérés par la force et surtout pas par une force étrangère, les Américains, comme il en était question. Donc là, il semblerait qu'il y ait eu un conflit, mais il faut vraiment le dire au conditionnel, parce que c'est vraiment des bruits de couloir, des bruits de popote, si vous me pardonnez l'expression. Il semblerait qu'effectivement il y a eu un conflit entre Américains et Français à ce sujet au tout début. Ensuite, il semble aussi, mais ça c'est son rôle, que l'armée française ait envoyé à l'Élysée des avis d'opportunité en disant « nous sommes en mesure d'intervenir maintenant », en soumettant la décision au président de la République, évidemment, qui est le chef des armées. Et il semblerait qu'à plusieurs reprises, encore une fois, il faut parler au conditionnel, mais l'histoire nous le dira, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on saura. On saura. Oui, ça, on le saura. On sait, Philippe Rochaud? Ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des préparatifs qui étaient prêts pour éventuellement intervenir si la vie des otages était en danger. C'est tout ce qu'on sait. Mais est-ce que vous pensez qu'on va en savoir plus? Parce que tout ça reste encore dans le domaine du renseignement, des services secrets. Est-ce que dans les mois qui viennent, on va en savoir un peu plus sur ce qui s'est passé, sur les tentatives? Je pense que progressivement, il y a des langues qui vont se délier dès l'instant où ça n'engagera plus la vie d'autres otages et d'autres étrangers en Afghanistan. On est bien obligé de reconnaître que même nous, les journalistes, on a été particulièrement discrets sur les informations qu'on obtenait là-dessus, parce qu'il était hors de question de perturber cette négociation. On a appris aussi qu'une des tentatives de libération avait échoué parce que l'indicateur inséré parmi le groupe insurgé avait été malencontreusement tué par l'armée française dans une embuscade. Ça fait partie des choses qu'on fait capoter. Bon, on peut en parler maintenant. Dieu merci, parce qu'ils sont libres. Donc les langues il n'était pas question d'en parler à ce moment-là. Il ne s'agit pas d'une omerta, il s'agit juste de bon sens. Patrick Robert, je voudrais qu'on parle un peu de l'Afghanistan, un terrain que vous connaissez bien. On dit aujourd'hui que le gouvernement afghan discute avec les talibans. Il y a des négociations, tout le monde le sait. On dit que les talibans discutent même avec les Américains. Est-ce que ça veut dire que les talibans, qui seraient donc à l'origine de cette prise d'otages, encore, est-ce qu'on sait précisément, Mathieu, qui est à l'origine? Bon, est-ce que ça veut dire que les talibans sont devenus aujourd'hui fréquentables en Afghanistan? C'est un rapport de force, je pense. Il faut tenir compte du fait que toute cette situation en Afghanistan évolue en fonction d'alliances opportunistes entre les commandants locaux, le gouvernement central et maintenant la coalition. Et c'est toujours au plus offrant. Chaque commandant monnaie, en fonction de son intérêt le plus près, au plus proche, c'est sa fidélité avec tel ou tel camp.
Et donc le rapport de force peut basculer au cours des événements ici ou là. Comment a évolué l'Afghanistan, vous qui connaissez bien ce pays, comment a évolué l'Afghanistan ces 10 dernières années, de 2001 jusqu'à 2011? Est-ce qu'il y a eu de vrais changements? Est-ce qu'on peut imaginer demain que les talibans reviennent au pouvoir et qu'on voit à nouveau les femmes sous leur burqa, les petites filles qui ne peuvent plus aller à l'école et qui finalement que cette guerre n'ait servi à rien? Ah oui, moi je pense que c'est tout à fait possible. C'est pour bien comprendre l'Afghanistan, il faut se rendre compte que c'est un système féodal. Voilà, ici, le système qui correspond le plus à ce qu'on peut comprendre, c'est notre système féodal du Moyen-Âge. Vous avez des commandants locaux, qui correspondent un peu à nos seigneurs du Moyen-Âge, qui ont un pouvoir quasi illimité sur le territoire qu'ils contrôlent. Ils lèvent des taxes, ils ont le droit de vie ou de mort sur les gens qu'ils protègent, exactement comme notre système médiéval européen. Et ces potentats locaux négocient leur alliance avec soit un pouvoir central, qui est traditionnellement à Kaboul, soit d'autres commandants dans le même cas qu'eux. Ils prélèvent des taxes, donc ils ont leur propre système économique, ils ont leur propre richesse. Plus ils sont riches, plus ils ont des armes, plus ils ont une armée importante, plus ils sont puissants, et plus on les respecte. Et plus leur poids dans les négociations... c'est un pays disloqué finalement aujourd'hui à vous entendre. Ça a toujours été comme ça. Déjà au temps des soviétiques, quand les soviétiques sont intervenus, il y avait la monarchie. La monarchie contrôlait pas plus que Kaboul. Et c'était déjà la situation. On va peut-être voir quelques-unes des photos, si c'est possible, de Patrick Robert, qui est donc photographe, grand reporter. Philippe Rochaud, vous êtes grand reporter également. Vous connaissez bien aussi l'Afghanistan. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le pays a évolué plutôt positivement ces 10 dernières années ou cette guerre n'a servi à rien? Moi, vous parliez des talibans. Pour moi, les talibans, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, sont quand même représentatifs en partie du pays. Et donc, il faut compter avec eux, quoi. Moi, j'étais en 95 quand Kaboul était encerclé. Et donc, les gens avaient placé quand même un certain espoir dans les talibans. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme pouvoir? On a Karzai qui représente, pas tous les Afghans. On a les Tadjiks au nord, on a les talibans. Donc aujourd'hui, les talibans vont tenter de s'imposer avec le retrait des forces américaines et des forces françaises, quoi. Donc est-ce qu'ils vont prendre une relève comme ils l'avaient prise avant avec le Mollah Omar? Non, le pouvoir va certainement se transformer. Mais enfin, je pense que les talibans ont quand même relativement de l'avenir dans l'immédiat, non? Mathieu Mabin, alors justement, Philippe Rochaud parlait de l'annonce qui a été faite par le gouvernement français, donc d'un retrait des troupes françaises d'Afghanistan d'ici l'été 2012. Je crois 1000 soldats français sur les 4000 actuellement en poste qui vont quitter l'Afghanistan. Cette annonce a été faite il y a de ça quelques semaines. Aujourd'hui, Hervé Guéquière et Stéphane Taponnier sont libres. Est-ce qu'on peut lier ces deux événements? Non, j'y crois pas une seconde. Non. L'annonce a été faite il y a un peu plus de quelques semaines en réalité, puisque la première fois que cette hypothèse a été évoquée, c'était par Hervé Morin. C'était passé relativement inaperçu, sauf que c'était concomitant avec la déclaration d'Oussama Ben Laden qui disait qu'il ciblerait les soldats français, tout particulièrement dans la région de la Kapisa. Non, je ne crois pas qu'il y ait de lien entre la libération de nos confrères et le retrait programmé, de toute façon, par la dernière... Parce que c'est une des revendications des talibans, c'est le retrait des troupes étrangères du pays, quand même. Ça fait partie des revendications qui étaient connues pour être totalement irréalistes. Il était hors de question que la France applique sa politique étrangère en fonction des revendications d'une bande de terroristes terreux du fin fond de la Kapisa. Ça, c'est certain. Ils avaient plus ou moins renoncé à cette revendication. Oui, absolument. Mais tout comme à la libération des prisonniers, d'ailleurs, semble-t-il. Apparemment aussi, l'accord qui aboutit à la libération de Guéquière et Taponnier avait été conclu avant l'annonce du départ des forces françaises et américaines d'Afghanistan. Donc effectivement, Hervé Morin, que j'ai vu ce matin, dit qu'il n'y a pas de rapport et il nommait peut-être un vague rapport avec l'assassinat de Ben Laden, parce que ça a quand même jeté un froid parmi les talibans et parmi les preneurs d'otages. Ils se sont dit que peut-être ils ne pouvaient pas aller trop loin, bien qu'il ait un doute quand même là-dessus, quoi. L'avenir de l'Afghanistan, Mathieu, vous connaissez bien aussi l'Afghanistan, les troupes françaises donc, qui vont se retirer, les Américains qui vont aussi se retirer d'ici un an, les talibans qui sont aujourd'hui incontournables, ce que nous disait Philippe Rochaud tout à l'heure, ce pays disloqué, morcelé dont nous parlait Patrick Robert, c'est pas très encourageant? Moi je ne crois pas au retrait, je n'y crois pas une seconde au retrait. Effectivement il a été annoncé par Barack Obama à hauteur de 10 000 puis 20 000 hommes, ce qui correspond exactement au renfort qui a été envoyé aux États-Unis il y a un an.
et qui a été prêté par le Parlement américain, par les sénateurs américains, pour une durée d'1 an. Donc c'est déjà un retrait qui est un petit peu artificiel. Il va concerner essentiellement des zones qui sont de toute façon sécurisées, c'est-à-dire Bamiyan, la région de Bamiyan, la région de Kaboul et la région du Panjshir. En gros, les 3 régions qui posent le moins de problèmes à la coalition, mais qui n'ont pas eu besoin de la coalition pour se stabiliser, puisque ce sont par définition des régions qui sont viscéralement anti-talibans. La région du Panjshir, qui est le fief de Massoud, qui n'a jamais toléré une présence talibane au cours des 30 dernières années, et la région de Bamiyan, qui est une région hazara, chiite, et donc viscéralement anti-talibane. Donc non, on n'a pas vu que la coalition avait résolu le moindre problème de sécurité en Afghanistan, à part peut-être dans la région de Kandahar, mais de manière très temporaire finalement. Donc il n'y a pas eu beaucoup de progrès à vous entendre ces 10 dernières années. Je voudrais, avant qu'on se quitte, qu'on regarde encore ensemble ces images de Hervé Guéquier, Stéphane Taponnier, qui ont été libérés hier, qui sont arrivés aujourd'hui à l'aéroport militaire de Villacoublay après 18 mois de détention. Nos 2 confrères donc de France Télévisions qui sont ce soir libres, et je voudrais que Philippe Rochaud clôt avec nous cette émission. Qu'est-ce qui va se passer, Philippe, pour eux dans les prochains jours, dans les prochains mois, psychologiquement? Parce qu'aujourd'hui, on les voit évidemment heureux de retrouver leur famille, leurs confrères, leurs amis. Mais ça va être, j'imagine, plus dur peut-être dans les jours, dans les mois qui viennent. Enfin, je ne sais pas, ils vont devoir affronter la réalité française. Ils n'ont pas été avec leur famille pendant 18 mois. Il va falloir qu'ils revoient leur famille. C'est dur le retour, vous qui c'est dur parce qu'il y a un déséquilibre entre ce que vous avez vécu et ce qui a été vécu ici, quoi. Il faut se replonger dans la vie normale, les impôts, tout ça. Bon, ils vont devoir le faire, mais ça aide aussi à reprendre pied dans la vie normale, quoi. D'après ce qu'on m'a dit, ils vont prendre 2 mois de vacances et en septembre, ils seront de nouveau à la rédaction pour faire du reportage. Donc c'est quand même beau, ça. Mais bon, il y aura certainement aussi des accros. C'était votre cas aussi, vous avez repris très rapidement le travail? Moi, j'ai tenu à reprendre assez vite parce que c'était, comme je vous dis, une manière de se replonger dans la vie normale. Puis moi, j'aime bien mon métier. Donc, comme je dis, c'est à cause de mon métier que je suis tombé dans ce piège, et c'est grâce à mon métier que j'en suis sorti, quoi. Et on entendait ça aujourd'hui un peu aussi dans la bouche d'Hervé Guéquier, qui disait « j'ai vraiment hâte de reprendre. » De très vite reprendre leur métier. Puis alors, eux, ils ont la chance de laisser personne derrière eux. Moi, j'avais 2 otages, Normanna et Cornéa, qui étaient encore détenus quand moi j'ai été libéré. Et donc ça, c'était beaucoup plus pesant parce que j'avais encore l'impression d'avoir un pied dans ma cellule. Mille merci. Oui, vous voulez ajouter quelque chose, Patrick Robert? Rapidement. Tant que les talibans soutiendront Al-Qaïda, on ne pourra pas sortir d'Afghanistan. C'est aussi simple que ça. On a un problème avec Al-Qaïda, pas avec les talibans. Le problème des talibans avec le gouvernement central de Kaboul, c'est leur problème afghan, évidemment. Donc c'est une course contre la montre. Il faut essayer de développer, de convaincre les Afghans que leur intérêt, c'est de ne pas soutenir Al-Qaïda. Et à ce moment-là, avec ou sans les talibans, on pourrait se retirer d'Afghanistan. Voilà, il y en aura l'occasion évidemment d'en reparler de la situation en Afghanistan. Mille merci Philippe Rochaud d'être venu sur le plateau de France 24. Merci également à Patrick Robert. Merci à Mathieu Madouin. Et avant de nous quitter, je vous rappelle que nous avons encore, nous Français, 9 otages à travers le monde. Très belle soirée. Demain, Une semaine dans le monde qui vous sera présentée par Pauline Simonet. Moi, je vous retrouve lundi 19h10 pour un nouveau débat. Paris, capitale internationale de la mode. Les nouvelles collections haute couture sont là. Découvrez les dernières tendances, rencontrez les créateurs et glissez-vous dans les coulisses d'un monde fascinant. Féerie, élégance, temps fort, haute couture, c'est tous les jours du 5 au 8 juillet à 10h50 heure de Paris sur France 24.